Dans cette capsule de cours, on va parler de transformation chimique. Mais on sera aussi amené à expliquer de quoi la matière est faite. Un corps pur, c'est constitué d'une seule sorte de molécules. Par exemple, on peut trouver des bouteilles qui contiennent du dioxygène, des bouteilles qui contiennent du diazote. Ce sont des corps purs. Très facilement, on va pouvoir les mélanger. On récupère ici un mélange, par exemple, qui est de l'air, et qui est constitué de ces deux sortes de molécules. Et on voit qu'on retrouve les molécules de dioxygène et on voit qu'on retrouve les molécules de diazote. Donc dans le mélange, on retrouve les molécules du départ. Ce qui fait qu'on peut toujours, même si c'est pas facile, mais en tout cas c'est toujours possible, récupérer à partir du mélange les corps purs. C'est d'ailleurs une des missions du chimiste. Eh bien, au cours d'une transformation physique, c'est le cas ici, les molécules sont conservées. Au cours d'une transformation physique, on a déjà vu ça précédemment lorsqu'on a fait les changements d'état, et lorsqu'on s'est intéressé au mélange, eh bien la masse est conservée. Et c'est facile à comprendre, puisqu'on retrouve à la fin strictement les mêmes molécules qu'on a au départ. Quelquefois, le mélange ne se passe pas comme prévu, et on peut avoir une nouvelle molécule qui apparaît, ou une des molécules qui disparaît. Ici, par exemple, dans ce modèle, eh bien, on a mélangé des molécules A avec des molécules B, puis on s'aperçoit qu'à la fin, il n'y a plus de molécule A, et qu'au contraire, on a des molécules C qui apparaissent. Il n'y a pas conservation des molécules. Eh bien, par définition, c'est ce qui se passe au cours d'une transformation chimique, qu'on appelle aussi réaction chimique. Les molécules ne sont pas conservées, certaines apparaissent, certaines disparaissent. On peut voir ça par exemple lorsqu'on réalise le mélange de vinaigre et de calcaire. On s'aperçoit à ce moment-là qu'on a une effervescence, on a un gaz qui est produit, c'est du dioxyde de carbone, et on s'aperçoit qu'à la fin il n'y a plus de calcaire. Pourquoi peut-on affirmer ici qu'il c'est une réaction chimique? Eh bien, une nouvelle molécule est apparue, le dioxyde de carbone. Le calcaire a disparu. Il y a donc eu transformation chimique. On pourra aussi s'intéresser par exemple à l'action de l'eau oxygénée sur le permanganate de potassium. Les solutions de permanganate de potassium ont une magnifique couleur violette. Et lorsqu'on met un petit peu d'eau oxygénée sur le permanganate, on s'observe que la coloration du permanganate disparaît, et on a à nouveau une effervescence, ici en l'occurrence c'est de dioxygène. On peut donc affirmer qu'une transformation chimique a eu lieu, une molécule disparaît, une molécule apparaît. Qu'est-ce qu'on doit savoir à propos des molécules, des atomes et des ions en cinquième? On doit savoir que la matière est constituée de toutes petites particules qu'on appelle des atomes et qu'on peut modéliser par des petites billes. Les atomes ne sont pas tous identiques. Chaque élément chimique, et il y en a une centaine dans l'univers et sur Terre, possède son jeu d'atomes. Les éléments chimiques, vous savez, c'est ce qu'on trouve dans la classification périodique, dans le tableau périodique des éléments. Et on en reconnaît déjà certains, par exemple H, l'hydrogène, C, le carbone, O, l'oxygène, He, l'hélium. Et puis il y en a certains qu'on ne reconnaît absolument pas, l'osmium par exemple, le platine. Et puis il y en a d'autres qui sont importants ici en Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel et le cobalt. Alors on va pas s'intéresser à la totalité du tableau, on va s'intéresser à quelque chose de plus réduit, on va s'intéresser au premier élément chimique, ce qui se trouve là sur les 3 premières lignes. Dans cette classification périodique réduite, on retrouve l'hydrogène, qu'on trouve souvent sous forme d'un gaz, on en produira dans une expérience prochaine. L'hélium, qui est aussi un gaz, c'est le gaz avec lequel on gonfle les ballons de baudruche qui permettent de voler tout seul, ou les ballons sondes. Le lithium, qu'on trouve dans les accumulateurs de nos téléphones, de nos ordinateurs. Le carbone, qu'on trouve par exemple dans le charbon de bois. L'azote, qu'on trouve dans le gaz diazote, le gaz prédominant dans l'atmosphère. Le dioxygène. On retrouve aussi le fluor, on en trouve dans les dentifrices, le néon dans les tubes néons, le sodium et le chlore dans l'eau de mer, l'aluminium qui est un métal léger qu'on connaît, le silicium qu'on trouve dans le sable, dans le verre, et qu'on trouve aussi dans les puces électroniques de nos ordinateurs et de nos téléphones.
Et l'argon qu'on trouve, par exemple, lorsqu'on fait de la soudure à l'argon pour souder des alliages genre acier inoxydable. Alors comment représenter, donc chaque élément chimique possède son propre jeu d'atomes. Comment représenter les atomes qui appartiennent à un élément chimique? C'est simple. Il suffit de représenter une petite bille, et puis à l'intérieur, on va marquer le symbole correspondant. Donc ça, c'est par exemple un atome de fluor. Ça, c'est un atome d'azote. Il existe aussi des modèles moléculaires, des jeux de petites billes colorées, avec une convention de couleurs pour certains de ces éléments chimiques. Le noir pour le carbone, le rouge pour l'oxygène, et puis le blanc pour l'hydrogène, par exemple. On doit savoir que les atomes sont neutres du point de vue électrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez tous déjà vu une pile électrique, d'un côté c'est chargé positivement, de l'autre côté c'est chargé négativement. Et bien là c'est pas chargé, il n'y a pas de charge électrique. Les molécules, ce sont des associations d'atomes. Et comme les atomes sont neutres, la molécule est donc neutre elle aussi. Ici c'est une molécule par exemple de dioxyde de carbone. Un atome peut gagner une ou plusieurs charges électriques. Elle peut être positive, elle peut être négative. Si c'est une charge positive, c'est noté plus. Si c'est deux charges positives, c'est marqué de plus. C'est ce qu'on appelle un ion monoatomique. Par exemple, le sodium, l'atome de sodium peut gagner une charge positive, ça devient l'ion Na+. Le cuivre, l'atome de cuivre peut gagner deux charges positives, ça devient l'ion Ce2+. Le chlore, lui, peut gagner une charge négative, ça devient l'ion Cl-, l'ion chlorure. Des associations d'atomes peuvent aussi gagner une ou plusieurs charges électriques. Il s'agit alors d'ions polyatomiques. Par exemple, ici, on a un carbone, 3 oxygènes, une charge négative. Ça, c'est l'ion nitrate. Petit exercice, est-ce que vous sauriez reconnaître parmi ces différentes représentations ce qui est un ion monoatomique, un atome, un ion polyatomique ou une molécule? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour réfléchir et répondre à cette question. Ici, on a des atomes, tout seul, sans charge. Ici, on a un atome qui a gagné une charge négative. C'est un ion monoatomique. Ici, on a des associations d'atomes qui ne portent pas de charge. Ce sont des molécules. Ici, on a des associations d'atomes qui portent des charges. Ce sont des ions polyatomiques. Dans une séance de TP, on verra quelques tests caractéristiques de certains ions, et ça nous permettra, avec ces transformations chimiques, d'identifier au moins un des ions qui sera contenu dans l'eau du lagon. Et la masse. Au cours d'une transformation chimique, les molécules ne sont pas conservées. Alors dans ce cas-là, comment imaginer que la masse peut être conservée? Alors si on conservait les mêmes molécules, ce serait évident, mais là il n'y a pas d'évidence. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Formulez une hypothèse, imaginez un protocole, faites la manipulation, et concluez. Bien, à l'issue de ce TP, on peut dire qu'effectivement la masse est conservée, mais c'est pas nouveau. Depuis Lavoisier, un peu avant la Révolution française, on sait que la masse est conservée au cours d'une transformation chimique. Et Lavoisier nous dit les choses suivantes. Il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération, ou encore, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et là, il parle de la masse. Qu'est-ce qu'on doit savoir des molécules, des atomes et des ions lorsqu'on est en quatrième? Un élément chimique correspond à une case de la classification périodique. Et chaque élément chimique est défini par trois choses. Son nom, par exemple le carbone, son symbole, par exemple O pour l'oxygène, mais surtout son numéro d'ordre dans la classification périodique. Le 1, le 2e, le 3, le 4, le 5, le 6e élément, etc. Eh bien, ce numéro d'ordre s'appelle le numéro atomique, et il est noté Z. Par exemple, eh bien, le numéro atomique du chlore, c'est 17. Par exemple, l'élément chimique azote a pour symbole N et pour numéro atomique 7. Alors lorsqu'il y a plusieurs nombres dans la case,
Celui qui indique le numéro atomique, c'est le plus petit de ces nombres. À chaque élément chimique correspond un type d'atome. Ok, ça on l'avait déjà dit. Mais l'atome, c'est quoi? Eh bien, les atomes sont constitués de particules encore plus petites. Et il y a 3 types de particules que vous devez connaître. Les électrons, les petites boules noires qui sont là, chargées négativement, et regroupées dans un noyau, dans une particule au centre, 2 autres types de particules, celles qui sont représentées en rouge qui sont des protons, chargés positivement, alors que les électrons sont chargés négativement, et en bleu, les neutrons, qui ne portent pas de charge électrique. Les neutrons et les protons sont regroupés et forment ce qu'on appelle le noyau. Les neutrons et les protons forment ce qu'on appelle les nucléons. Dans ce noyau, on a donc des particules qui sont neutres et des particules qui sont positives. Donc globalement, le noyau, il est positif. Les atomes contiennent toujours le même nombre d'électrons que de protons. Ici, j'ai par exemple 3 électrons et j'ai 3 protons. Donc ils contiennent toujours le même nombre de charges positives que de charges négatives. Ils sont donc électriquement neutres. Toujours neutres. Tous les atomes d'un élément chimique contiennent toujours le même nombre d'électrons et de protons. Ce nombre, c'est le numéro atomique Z dont on vient de parler précédemment. C'est-à-dire que si je prends par exemple l'atome d'azote, son numéro atomique c'est 7, il va forcément contenir 7 protons et 7 électrons. L'atome qu'on a représenté ici contient 3 électrons et contient 3 protons. Donc le numéro atomique de l'élément chimique auquel il correspond, c'est 3. Eh bien 3, dans la classification périodique, c'est le lithium. Est-ce que vous sauriez reconnaître à quel élément chimique appartient cet atome? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour répondre à cette question. Eh bien on distingue 6 électrons et on arrive à compter 6 protons. Donc l'élément chimique auquel appartient cet atome a un numéro atomique qui vaut 6. Il s'agit du carbone, dont le symbole est C. Il y a d'autres façons de représenter ces atomes. Par exemple ici on a regroupé les particules dans le noyau, donc on ne distingue pas quels sont les protons et quels sont les neutrons, et on a représenté les électrons sur des couches qu'on appelle des couches électroniques. De quel élément chimique s'agit-il? Vous pouvez là aussi vous mettre sur pause pour répondre à la question. On compte 12 électrons. Alors, on ne peut pas compter les protons. Mais puisqu'il s'agit d'un atome, on peut penser qu'il contient aussi 12 protons. Donc le numéro atomique, il vaut 12. Et donc il s'agit du magnésium qui occupe la 12e place dans la classification périodique. Les atomes peuvent s'associer entre eux pour former des molécules. Par exemple, 2 atomes d'oxygène forment le dioxygène. Alors on peut les représenter soit avec les couleurs du modèle moléculaire, soit en représentant les atomes et le symbole correspondant. La molécule de dihydrogène, la molécule de diazote, 2 atomes d'azote, la molécule d'eau, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, et la molécule de dioxyde de carbone, 2 atomes d'oxygène, 1 atome de carbone. Eh bien, on peut représenter ces molécules avec ce qu'on appelle la formule brute. La formule brute d'une molécule, ça donne sa composition atomique. Par exemple, O2 signifie qu'on a 2 atomes d'oxygène dans la molécule. H2, 2 atomes d'hydrogène. N2, 2 atomes d'azote. Et quand on écrit H2O, ça signifie qu'il y a 2 atomes d'hydrogène et, sous-entendu, 1 atome d'oxygène. Et lorsqu'on écrit CO2, il y a 2 atomes d'oxygène et, sous-entendu, ici, il y a un atome de carbone. Donc le CO2, on aurait pu écrire ça C1O2, c'est pas interdit d'ailleurs, c'est pas très joli, mais c'est pas interdit, on peut très bien l'écrire. 1 atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Exercice, quelle est la composition atomique de cette molécule? C'est-à-dire quels sont les atomes qu'elle contient?
c'est l'acide éthanoïque du vinaigre, eh bien on demande aussi de donner la formule brute de cette molécule. On trouve 4 atomes d'hydrogène. On trouve 2 atomes de carbone, 2 atomes d'oxygène. La formule brute, c'est donc 2C, 2 atomes de carbone, H4, 4 atomes d'hydrogène, et 2O, 2 atomes d'oxygène. On aurait pu aussi écrire H4, C2O2 ou E2, H4, C2, ça n'a pas beaucoup d'importance, sauf que par convention, on essaie d'écrire les éléments chimiques dans l'ordre alphabétique, C, H, O. Cette autre molécule, c'est l'eucalyptol, une des molécules qui est présente dans l'huile essentielle de Niaouli. Sa formule brute, c'est C10H18O. Est-ce que vous seriez capable de donner sa composition atomique? C'est facile. C10, ça signifie qu'on a 10 atomes de carbone. H18, ça signifie qu'on a 18 atomes d'hydrogène. Et O, sous-entendu 1, ça signifie qu'on a un atome d'oxygène. Comment les atomes peuvent former des ions? On a dit tout à l'heure que les atomes pouvaient gagner des charges positives ou gagner des charges négatives. En réalité, c'est assez simple. Si l'atome gagne un ou plusieurs électrons supplémentaires, il devient un ion négatif. Normal, au départ il est neutre, s'il gagne des charges négatives supplémentaires, il devient chargé négativement. Inversement, si l'atome perd un ou plusieurs électrons, il devient un ion positif. Normal, au départ il était neutre, s'il perd un électron, le reste devient chargé positivement. Par exemple, comment l'atome de chlore donne l'ion Cl-, qu'on appelle l'ion chlorure? Eh bien cet atome de chlore au départ il est neutre, mais il gagne un électron supplémentaire. Donc maintenant on a un électron de plus que le nombre de protons. Et donc ça devient chargé avec une charge négative. L'atome de sodium, lui, contient pour l'instant autant de protons que d'électrons. S'il perd un électron, il va contenir un électron de moins que les protons. Et donc il va devenir chargé positivement puisqu'il y aura un proton de plus que les électrons. Une charge positive de plus que les charges négatives. Alors qu'est-ce qu'on doit savoir à propos de la structure de la matière en troisième? Ce qui va nous permettre d'expliquer ce que c'est qu'une transformation chimique. Mais il y a un petit problème qu'on s'est posé jusqu'à présent, c'est qu'on a bien vu, on a bien compris, on a bien mesuré que la masse elle est conservée au cours de la transformation chimique, alors que les molécules ne sont pas conservées. Alors pourquoi cette masse est-elle conservée? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien au cours d'une transformation chimique, si la masse est conservée, c'est parce que les éléments chimiques sont conservés, les atomes sont conservés. Donc les molécules ne sont pas conservées, mais les atomes qui les constituent sont conservés. Au cours d'une transformation chimique, les molécules qu'on a avant la transformation, ce sont les réactifs. Les molécules qu'on voit après la transformation, ce sont les produits. Si par exemple, du côté des réactifs, donc avant la transformation, on a 2 atomes d'oxygène, 3 atomes de carbone, 5 atomes d'hydrogène qui constituent les réactifs. Eh bien, puisqu'il y a conservation de ces atomes, de ces éléments chimiques, ça veut dire que du côté des produits, après la transformation, on doit retrouver les mêmes atomes. Donc on doit retrouver 2 atomes d'oxygène, 3 de carbone, 5 d'hydrogène. Alors en fait, on va effectivement retrouver ce même nombre d'atomes de chaque côté, mais ils vont être organisés de façon différente. Là, ils vont être organisés selon plusieurs molécules, qui seront différentes des molécules qu'on va trouver ici. En réalité, une transformation chimique, c'est une réorganisation des associations d'atomes. Premier exemple. Regardons un petit peu ce qui se passe lorsqu'on fait brûler du carbone dans le dioxygène. C'est le cas par exemple du charbon de bois dans le barbecue, c'est le cas du fusain, qui est un charbon de bois aussi, dans le dioxygène pur qu'on peut faire ça en salle par exemple.
Dans ces deux cas, on peut montrer que de dioxyde de carbone est produit parce que l'eau de chaux se trouble. L'eau de chaux, vous vous souvenez que c'est HAUX, ça n'a rien à voir avec l'eau chaude. L'eau de chaux, la chaux, c'est ce qu'on trouve dans le ciment, par exemple. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir écrire ça? Comment est-ce qu'on peut représenter ça? Comment est-ce qu'on peut modéliser la transformation chimique? On a besoin de carbone, le charbon de bois, et de dioxygène qui est présent dans l'air pour effectuer cette réaction. Ce sont les réactifs, donc le carbone du charbon de bois, le dioxygène de l'air, on va les mettre du côté des réactifs. Cette transformation, elle produit du dioxyde de carbone. Eh bien, le dioxyde de carbone, on va le trouver du côté des produits. Représentons ça d'une façon atomique, avec nos modèles moléculaires. L'atome de carbone, la molécule de dioxygène, la molécule de dioxyde de carbone. Et on s'aperçoit que, avant la transformation, on a un carbone qu'on retrouve après la transformation, et qu'avant la transformation, on a deux oxygènes, qu'on retrouve après. Bilan, avant j'ai 2 oxygènes, un carbone, pas d'hydrogène ici, après j'ai 2 oxygènes, un carbone et pas d'hydrogène. Eh bien ce que j'ai écrit ici, C plus O2 donne CO2, c'est ce qu'on appelle l'équation de la réaction. Et cette équation de la réaction, elle traduit ce qui se passe au niveau des atomes, au niveau atomique. Et surtout, elle prouve qu'on a conservation des éléments chimiques. L'équation de la réaction montre qu'il y a conservation des éléments chimiques. Un carbone, 2 oxygènes, 2 oxygènes. Pourquoi la masse est conservée au cours d'une transformation chimique? Finalement, maintenant, ça se comprend assez facilement. La masse est conservée parce que la masse que j'ai avant la transformation, c'est la masse d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. La masse que j'ai après la transformation, c'est la masse d'un atome de carbone et la masse de 2 atomes d'oxygène, c'est donc forcément la même. Voilà pourquoi on peut expliquer, comment on explique que la masse est conservée au cours de la transformation chimique. Ça peut être un petit peu plus compliqué. On va prendre un autre exemple, qui est la combustion du dihydrogène H2 dans le dioxygène. Le dihydrogène, c'est un gaz, par exemple, qu'on peut trouver dans certains dirigeables, et qu'on a trouvé dans ce dirigeable qui s'appelle Hindenburg, qui était un dirigeable allemand qui a été gonflé au dihydrogène et qui a explosé en 1937. Et 35 passagers sont morts dans cet accident qui a marqué la fin des dirigeables à cette époque-là. Et puis le dihydrogène, on peut aussi le produire en mettant de l'acide sur un métal, par exemple du fer. Et on a un gaz, et lorsqu'on présente une allumette, on obtient un POC, qui est caractéristique du dihydrogène. Et on s'aperçoit que là, on a de la condensation d'eau. Donc dans les deux cas, on peut montrer que de l'eau se forme et se condense. Comment est-ce qu'on peut modéliser cette transformation chimique? La transformation a besoin de dihydrogène et de dioxygène pour s'effectuer. Ce sont les réactifs. La transformation produit de l'eau. Ce sont les produits. Regardons ce que ça donne du point de vue de nos modèles moléculaires. H2, le dihydrogène, O2, le dioxygène, H2O, la molécule d'eau. 2H, un oxygène. Du point de vue de la composition du milieu avant la transformation et après, on a 2 atomes de carbone, 2 atomes d'oxygène, 0 de carbone, 2 hydrogènes. Et après, on a un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Et là, on voit bien qu'il y a un petit souci. Petit souci parce que on voit qu'on ne conserve pas les éléments chimiques. Ici, j'ai un atome d'oxygène, 2 atomes d'oxygène, j'en ai plus que un à la fin. Mes 2 atomes d'oxygène qui sont là, j'en ne retrouve plus que un à la fin. Et donc, je ne montre pas qu'il y a conservation des éléments chimiques, des atomes. Et donc, ce que j'ai écrit, ce n'est pas l'équation de la réaction. Alors, comment trouver l'équation de cette réaction? Je pense que certains d'entre vous ont déjà trouvé ou envisagé la solution. Il va falloir donner des coefficients aux molécules. Donc devant chacune des molécules, on va pouvoir affecter un coefficient.
Comment montrer que on a conservation des éléments chimiques alors que pour l'instant on a 2 oxygènes côté gauche et qu'on a 1 oxygène côté droit? Ben c'est relativement simple. On va mettre un coefficient 2 devant H2O. Voilà ce que ça donne. Si je mets un coefficient 2 devant H2O, ça signifie que je vais produire non plus une molécule d'eau, mais 2 molécules d'eau. Et dans ce cas-là, je retrouve bien les 2 oxygènes que j'avais au départ. Alors seulement, vous voyez bien que ça crée un nouveau problème. Le nouveau problème, c'est que maintenant, je me retrouve avec 2 hydrogènes au départ, mais 4 à la fin. Donc ça, ce n'est toujours pas l'équation de la réaction. Parce que je n'ai pas conservation des éléments chimiques, j'ai pas conservation des atomes. Comment faire? C'est assez simple. On va mettre un coefficient 2 ici devant H2. Ce qui fait que 2 et 2, 4 hydrogènes sont bien retrouvés à la fin. Et cette fois-ci, j'ai bien conservation des éléments chimiques, conservation des atomes. Ce que j'ai écrit est bien l'équation bilan. Alors vous remarquez que là, il n'y a rien. On aurait très bien pu écrire 1, c'est pas interdit, 2H2 plus 1O2. On peut aussi ne rien écrire. L'équation bilan de la combustion du dihydrogène dans l'oxygène s'écrit donc 2H2 plus 1O2 donne 2H2O, ou mieux, si on sous-entend le 1, 2H2 plus O2 donne 2H2O. On n'a pas le droit de modifier l'écriture des molécules qui sont là. Pour s'en rendre compte, on peut écrire cette équation en utilisant des parenthèses. Alors ça se fait pas normalement, mais c'est pas interdit. En disant que c'est bien 2 fois la molécule de dihydrogène plus 1 fois la molécule de dioxygène qui donne 2 molécules d'eau. Voilà, et bien ce cours est terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire un petit exercice. Est-ce que vous sauriez trouver les coefficients de ces équations chimiques? Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous pouvez réfléchir, vous pouvez utiliser les modèles moléculaires, vous pouvez faire le décompte des atomes qu'on trouve d'un côté et de l'autre, et vous devriez trouver le résultat. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, chercher les résultats avant de consulter la solution. Voilà. Cette solution, eh bien, on l'expliquera ensemble en cours. Merci.